Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Le SAES de Ziguinchor a exigé directeur la libération de la maison de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces syndicalistes étaient face à la presse ce mercredi pour fustiger la gestion directeur. Les opérateurs privés stockeurs de Ziguinchor sont très remontés contre la Sonacos. Ils étaient face à la presse hier pour réclamer 4 milliards représentant les stocks d'arachide livrés à la société. Ils menacent de porter plainte si la direction ne réagit pas. Les ressortissants du village de Django sont préoccupés par le développement de leur terroir. Ils sont en train de chercher à travers leurs 72 heures les voies et moyens pour faire décoller leur village. La rubrique santé de Rokhaya, la page des sports, l'actualité internationale ainsi que la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES section de Ziguinchor décrit la gestion directeur de l'université Assane Seck. À travers un point de presse tenu ce mercredi, ces syndicalistes ont invité le recteur à plus de collaboration avec le personnel de la dite université. Daouda Diatta, secrétaire général du SAES, que je vous propose de suivre au micro d'Eva Sagnan. L'université Assane Seck de Ziguinchor est passée du statut d'université mal administrée à celui d'université non administrée. À force de décisions administratives non exécutées, le recteur a perdu la fidélité de ses proches collaborateurs qui manifestent leur indignation par un boycott à peine voilé des inévitables et interminables réunions de travail qu'il finit par convoquer. Fort de ce constat, la coordination SAES-UAZ avait permis à l'actuel recteur de réorienter le projet initial de construction de la Cité des enseignants initiée par le SAES en 2011 afin qu'il puisse abriter la maison de l'université Assane Seck de Ziguinchor dont le principal objectif est d'accueillir à moindre coût les vacataires de l'UASZ. Depuis le mois d'août 2017, le projet financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a été réalisé. Cependant, nous sommes au regret de constater que la MUASZ fonctionne dans un vide juridique total, car aucun texte réglementaire consensuel n'existe à ce jour. Qu'au lieu de doter l'édifice d'un texte réglementaire permettant sa future exploitation optimale et transparente, le recteur s'est empressé à occuper la maison de l'université en y logeant un de ses services, sans même attendre que le bâtiment soit officiellement réceptionné. Le SAES demande au recteur de se ressaisir et de prendre pleinement la mesure des responsabilités qui sont les siennes et qui lui ont été confiées par le chef de l'État. Celle de conduire à bon port l'université Assane Seck de Ziguinchor avec courage et dans le strict respect de l'intérêt général. Entre la Sonacos et les opérateurs privés stockeurs de Ziguinchor, l'ambiance épouse les contours d'une confrontation. Ces derniers menacent même de porter plainte contre l'entreprise pour réclamer 4 milliards représentant les stocks d'arachide livrés à la Sonacos, suivant la réaction de l'ancien comté opérateur économique. Les opérateurs sont fatigués. Ils sont fatigués en ce sens qu'ils ont délivré des arachides et ils n'ont pas été payés. Donc au moment où je vous parle, on est à 35 714 tonnes. Mais une partie seulement a été payée. Tout le reste là n'a pas été payé. Tous ces opérateurs-là ont fui leur village pour venir s'installer ici parce que tout simplement ils sont acculés par les paysans. Donc vraiment nous demandons à ce que les autorités nous apportent vraiment des solutions adéquates à ce problème. Parce que sinon, vraiment, ça crée des problèmes. Parce que quand tu vois l'entourage de l'usine, là, il n'y a même pas de véhicules. Tout simplement, bon, les opérateurs, les petits opérateurs qui ont fait entrer 2 ou 3 camions, leurs arachides sont bloqués au niveau de la Sonacos et qui n'a pas été payé. Ça, là, vraiment, c'est autre chose. Le 6 février, jusqu'à nos jours, aucune facture n'a été payée. Et je crois que la Sonacos nous doit 4 milliards 200. Ce qu'il doit aux opérateurs. S'ils n'ont pas réagi jusqu'à la semaine prochaine, on va réagir autrement, c'est d'aller porter plainte et réclamer nos droits.
La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'AIR a organisé ce 26 mars un CRD à Ziguinchor pour présenter ses offres de services et marquer le démarrage officiel de ses activités. La région va bénéficier d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets. Reportage Rokhaya Bey. Ziguinchor a abrité le premier CRD de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Cette nouvelle structure mise en place par le chef de l'État compte accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets dans plusieurs secteurs d'activité. Ziguinchor a, comme l'a rappelé tout à l'heure le gouverneur, 1 milliard d'euros qui est destiné sur l'enveloppe équitable de 15 milliards. Au-delà, on a des enveloppes sectorielles, l'agriculture, l'artisanat, la pêche, l'élevage, le tourisme, l'économie numérique, où Ziguinchor, avec ses potentialités économiques dans le domaine de l'agriculture, peut avoir 1 milliard supplémentaire ou plus. On mettra en place un système de compétition aussi entre régions. Pour celles qui sont les plus efficaces, les plus compétitifs, pourront avoir plus. Et si Ziguinchor parvient à dépenser le milliard qui lui est consacré, pourra avoir d'autres ressources si Kolda ou Sédhiou ou Tambacounda n'utilisent pas ces ressources. En plus de l'appui de l'ADER, Ziguinchor peut aussi bénéficier d'autres financements venant du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. Et aujourd'hui, particulièrement, comme vous l'avez demandé par rapport au ministère de l'économie solidaire et de la microfinance, oui, nous avons des projets et des fonds spéciaux pour accompagner tout ce qui est entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat des jeunes. Rien que le PROMIS, qui est le programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, c'est un fonds de 47 milliards de francs CFA. C'est un financement de la Banque islamique de développement et de l'État du Sénégal. Il y a un autre programme qu'on appelle aussi la Place des Prix. C'est un programme de 24 milliards qui encourage la diaspora sénégalaise établie dans un premier temps en Italie pour revenir s'installer au Sénégal et aller vers des projets structurants, des projets de développement et créer de la main-d'œuvre, une chaîne de valeur additionnelle. Ce premier CRD a été une occasion pour les participants de rappeler l'importance de ces financements destinés aux jeunes et aux femmes qui sont incontournables au développement de la région. Le gouverneur de la région qui a présidé ce premier CRD organisé par l'ADER invite les jeunes et les femmes à se rapprocher de cette nouvelle structure mise en place par le chef de l'État pour bénéficier de ces financements. Guy Diouf, que je vous propose de suivre au micro de Rokhaya Bey. Ce matin, nous avons tenu un CRD sur les activités de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. L'objectif, c'était de partager avec les populations de la région de Ziguinchor, les femmes et les jeunes, sur les mécanismes de financement rapide mis en place par le président de la République et confié à la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. L'exposé du ministre délégué général a permis de faire le point sur l'enveloppe destinée à la région de Ziguinchor, de faire le point sur les conditions d'accès au financement et de faire le point sur les modalités de financement. Nous avons noté un engouement du côté des femmes et des jeunes et la présence massive des jeunes et des femmes au niveau de la salle montre parfaitement que c'était un financement très attendu au niveau de la région de Ziguinchor. Le village de Django a vécu ses premières journées culturelles. Pendant 72 heures, les ressortissants de cette contrée d'Ifoni ont examiné les voies et moyens du développement de leur terroir. Ce qui passe pour la protection de l'environnement, l'accès à l'eau et aux infrastructures sociales de base. C'est un reportage de Cheikh Tidiane Cissé. Situé sur la Transgambienne à 50 km de Ziguinchor, le village de Django a 72 heures durant vécu les premières journées culturelles de son existence. Un moment de retour aux sources pour les filles et fils de ce terroir d'Ifoni. Nous avons songé à organiser pour la première fois les journées culturelles afin de nous unir d'abord, qu'il y ait une communion entre nos parents qui sont à Dakar. Parce que ces parents-là, ils sont issus d'ici. Mais leurs vieux sont nés à Dakar, leurs petits-fils sont nés à Dakar. Ne connaissant pas Django, leur village natal, nous avons jugé nécessaire de les faire venir.
Loin d'être de simples retrouvailles, ces journées culturelles sont le lieu pour l'association pour le développement de Django ADD de mettre sur la table des plus hautes autorités du pays les maux qui empêchent l'émergence économique et sociale de cette contrée du département de Bignona. Ouais, il y a notre forage qui est là à 0 mètre à Morgoun, mais ici Django n'a pas de robinet. Les femmes d'ici au goudron, surtout ici là, les puits vont jusqu'à 15 à 20 mètres pour puiser de l'eau. Chaque matin, les femmes sont très fatiguées. Donc nous sollicitons encore nos parrains et les autorités étatiques de nous faire ériger la case de santé en poste de santé et nous affecter un infirmier de poste. L'école, l'élémentaire, il n'y a pas de clôture. Le CM, non seulement il n'y a pas de clôture, mais ça manque beaucoup. Django est tout à fait détruit par non seulement la carrière, il faut voir la carrière, même jusqu'à l'école primaire, il y a la carrière là-bas. Wow. Quand il pleut, on dirait un grand fleuve. Wow. Les gosses ne vont même pas dans les champs actuellement, ils sont toujours dans les carrières. On demande la forêt qu'elle soit déclassée et encore qu'on arrête encore la carrière là si on peut bien. Danse des masques, lutte traditionnelle, don de sang, conférence sur l'environnement tout comme religieuse étaient inscrits à l'agenda de ces premières 72 heures culturelles de Django au grand bonheur des ressortissants de ce village Djola du Fogny. Le village de Mangoulé engage la croisade contre la déperdition scolaire. La 12e édition des 72 heures de ce village qui a démarré ce mardi marque le point de départ d'une lutte qui vise à préserver les jeunes de toute tentation qui les conduirait hors du chemin de l'école. Lamine Badiane. Les hommes, les femmes, les élèves et les étudiants de Mangoulé veulent désormais s'attaquer à l'abandon scolaire qui fait de la résistance dans ce village de la commune de Tangori. Vraiment, c'est devenu un phénomène. Ça ne se limite seulement à Mangoulé, c'est devenu un phénomène, mais chacun doit commencer par son terroir. Donc nous sommes dans notre devoir d'essayer d'éradiquer ce phénomène dans notre communauté. Et après, si chacun le fait de son côté, ça sera un combat général et puis le fléau va se terminer partout. Le diagnostic a révélé ce qui est à l'origine de cette déperdition scolaire. Parce que nous savons tous aujourd'hui, la principale cause que nous avons décelée chez les garçons, c'est surtout la conduite des motos de Jakarta. Les gens s'adonnent tellement à cette conduite et négligent les études. Vraiment, s'il y a un petit problème à l'école, ils abandonnent et vont s'adonner à la conduite de Jakarta. Donc sur ça, on les a convoqués pour les sensibiliser, pour leur dire que vraiment les motos de Jakarta ne sont pas un avenir. Donc on gagnerait mieux à rejoindre les études et à se battre quels que soient les obstacles rencontrés sur le chemin. De pareilles circonstances sont également des occasions pour étaler les difficultés que rencontrent les populations et les étudiants de Mangoulé n'ont pas dérogé à la règle. Et entre autres, aujourd'hui, comme vous êtes au CM, je vais d'abord commencer par, vous voyez, le CM doit être clôturé. Aussi, vous pouvez constater quand vous reliez le village, c'est tout un parcours du combattant pour aller le village. Donc on aurait vraiment besoin d'avoir des routes vraiment praticables. Aussi, nous avons le problème de l'eau potable. Autre problème, c'est l'électricité. C'est inadmissible pour un village qui est à quelques kilomètres de Bignona que jusqu'à présent, pour vraiment mieux électrifier le village, c'est par des groupes électrogènes. C'est une demande sociale qui se dit à toutes les années et cette année aussi on va réitérer les mêmes choses. Donc c'est tout un même problème. La santé aussi, la santé. Il existait un seul poste de santé ici et qui n'est pas opérationnel. Il faut partir là-bas. C'est vraiment un poste de santé malade. Le combat est alors engagé pour éradiquer le phénomène de l'abandon scolaire et la lutte va également se poursuivre pour que les élèves et leurs parents soient dans d'excellentes conditions d'études et de vie. 2 fils du village ont été choisis comme parrains de cette 12e édition. Il s'agit du député Moussa Sané et de l'inspecteur Seydou Sané, adjoint au maire de Ziguinchor, président du Casa Sport. Co-parrain de la 12e édition des 72 heures de Mangoulé, son village d'origine, Seydou Sané s'est engagé à poursuivre le combat à côté de toutes les forces vives du village. Il compte par son engagement contribuer à assurer un avenir radieux aux jeunes. Seydou Sané que je vous propose de suivre au micro de Lamine Badiane. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui a été le prétexte majeur, c'est l'éradication de l'abandon scolaire au niveau de cet établissement. Il faut dire que le taux était relativement très élevé les années passées et au fil du temps, ils sont en train de réduire ce taux-là. Et c'est pourquoi ils aspirent aujourd'hui, dans les années à venir, dans 2 ans, que cet abandon soit éradiqué dans cet établissement. Je pense que c'est possible. L'autre élément,
Vous avez vu un collège de proximité comme celui de Mangoulé, très important en effectif, et qui polarise plus de 13 villages. Parce que Mangoulé à lui seul mérite un collège. A fortiori, s'il polarise encore d'autres villages environnants. Donc ce CM, avec les résultats aussi obtenus chaque année, mérite un accompagnement et un soutien. Vous constatez qu'il n'y a pas de clôture. Or aujourd'hui, il y a un programme de l'État du Sénégal pour clôturer les établissements moyens et secondaires. Alors je pense que c'est le lieu de lancer un appel solennel, parce que la vision du gouvernement va dans le sens de clôturer tous les établissements. Nous souhaitons que dans le programme défini par le chef de l'État et qui est en train d'être déroulé par le ministre de l'Éducation nationale, que Mangoulé soit retenu parmi les collèges qui vont bénéficier de clôture. C'est un appel que je lance ici à Mangoulé et je sais compter sur les autorités de notre pays. Nous accueillons Rokhaya Beye pour la rubrique santé. Mercredi 28 mars 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Nous allons démarrer par le syndicat autonome des médecins du Sénégal qui est sorti satisfait lundi soir à Dakar des négociations avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne après avoir trouvé un accord avec le gouvernement sur 6 des 7 points de revendication. Comme chaque année, le 20 mars est célébrée la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Au Sénégal, la prévalence des maladies bucco-dentaires est très élevée et tourne autour de 76,3% de la population. À cette occasion, notre reporter Eva Sagna est allée à la rencontre du docteur Abdourahmane Sarr, chirurgien dentiste à Ziguinchor. À Ziguinchor, nous avons constaté que 75% de la population a des problèmes dentaires. Et cela est lié à un manque d'information parce que certains ne sont pas informés pour ce qui est de la santé bucco-dentaire. Et qu'il y a le problème d'accessibilité parce qu'on a constaté à Ziguinchor que la majorité des cabinets en Casamance est localisée à Ziguinchor. Donc ceux qui sont au niveau des villages ont des problèmes pour venir se faire soigner au niveau de Ziguinchor. Et en plus de cela, il y a les problèmes de moyens qui se posent aussi. Donc de ce fait, ils ne seront pas informés pour leur santé bucco-dentaire. Ils n'auront pas l'occasion de fréquenter un médecin qui pourra leur expliquer le problème au niveau de leur bouche. La santé bucco-dentaire est obligatoire parce que quand une dent est affectée, elle menace tout l'organisme. Quand une dent est affectée, elle menace tout l'organisme. Pour vous dire que quand vous allez à Dantec, vous voyez que le service de cabinet dentaire est à proximité du service de cardiologie. Parce que quand la dent est affectée, c'est le même sang qui irrigue le cœur et qui va au niveau de la dent. Donc s'il y a une poche de bactéries au niveau de la dent, donc ça va aussi affecter le sang qui va au cœur, donc des risques pour le cœur. Donc, et c'est le cœur qui pompe le sang qui va au niveau de tous les organes du corps. Donc, tous les autres organes aussi seront aussi à risque. Donc, c'est pour cela, quand on a une dent qui est cariée, tout l'organisme est menacé. Donc, il vaut mieux aller voir un dentiste. La journée mondiale de la tuberculose a été aussi célébrée le 24 mars dernier. Le thème de cette année est porté sur avis de recherche, chef de file pour un monde sans tuberculose. Il vise à susciter un engagement pour mettre fin à cette maladie. C'est une maladie infectieuse, une maladie qui est due à un germe qu'on appelle donc le bacille de Koch. Et donc qui va entraîner un certain nombre de signes on va y venir et qui peut être au niveau des poumons, mais aussi ça peut toucher au niveau des autres organes. Donc de manière très simple, on peut retenir que c'est une maladie infectieuse due à un germe qu'on appelle le bacille de Koch qui touche principalement les poumons, mais ça peut toucher les autres organes. Donc c'est un peu la définition très simple qui presque englobe tout. Donc les signes de la tuberculose,
étant donné que c'est une maladie qui touche principalement les poumons, donc il y a le premier signe qui est la toux, donc qui est une toux qu'on appelle une toux chronique et qui peut être très aiguë parce qu'on l'appelle souvent en wolof, donc parce qu'en fait c'est une toux qui est un peu chronique et qui dure et qui fatigue un peu le malade. Et donc en dehors donc, de cette toux, il y a donc les autres signes donc, d'une infection. Quand on parle d'infection, le plus souvent il y a donc une fièvre, donc le corps chaud. Il y a les sueurs nocturnes, donc la personne quand elle se couche, on peut voir donc des sueurs là où il était, donc on voit que c'est comme si on avait versé de l'eau, donc ça c'est une sueur profuse, surtout au niveau à la période vespéro-nocturne quoi. Il y a aussi l'amaigrissement, bon, parce que le malade aussi ne mange pas beaucoup et donc ça entraîne un certain nombre de signes comme l'amaigrissement. Il y a aussi la fatigue, hein, parce qu'en fait, vous savez que le germe, c'est un germe qu'on appelle un germe aérobie, c'est-à-dire il aime l'air. C'est pourquoi donc il passe souvent, le plus souvent au niveau des poumons, parce qu'au niveau des poumons, il y a l'air là-bas. Et donc, c'est donc vraiment son site de préférence. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. À présent, place à la page des sports avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page de sport sur GMS FM que nous démarrons par la programmation des 6e de finale retard de la Coupe du Sénégal. Donc au programme pour ce mercredi 28 mars 2018 au stade Denis Biram Ndao à 16h, Génération Foot jouera contre Dar es Salaam. Jeudi 29 mars 2018 au stade Amadou Barry à 16h, Teungueth jouera contre Thiès FC. Et pour ce qui est de la programmation des 8e de finale, jeudi 29 mars 2018 au stade Alassane Djigo à 15h, AS Cambérène jouera contre Fatick. Et à 17h, Renaissance Dakar jouera contre Kaolack FC. À 19h, Ngor s'opposera à Niary Tally. Et pour ce qui est des résultats des matchs amicaux du 27 mars 2018, Bosnie-Herzégovine et Sénégal se sont quittés sur un match nul, 0 but partout. Côte d'Ivoire bat Moldavie 2-1, Danemark et Chili 0 but partout, Grèce bat Égypte 1-0, Hongrie s'incline devant Écosse 1-0, Namibie bat Lesotho 2-1, Tunisie bat Costa Rica 1-0, Slovénie s'incline devant Biélorussie 0-2, Autriche bat Luxembourg 4-0, Roumanie bat Suède 1-0, Brésil bat Allemagne 1-0, Belgique 4, Arabie Saoudite 0, Pologne bat Corée du Sud 3-2, Argentine, Italie se partagent les points 1 but partout, et Australie, Colombie se quitte par un match nul 0 but partout. Japon également a été battu par l'Ukraine 2-1, Espagne bat l'Argentine sur le score de 6 buts à 1. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive dans ce journal. Nous passons à l'actualité internationale qui nous mène en France, en Russie et au Chili. Inconnu il y avait une semaine, le gendarme Arnold Bertram est célébré ce mercredi en héros par la France qui lui rend un hommage national à Paris 5 jours après sa mort lors des attaques djihadistes dans l'Aude. C'est avec une escorte de 7 motards de la garde républicaine que le convoi funéraire du colonel Arnold Bertram est arrivé aux Invalides dans le 7e arrondissement de la capitale française. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, dans la cour de l'hôtel des Invalides où le président français Emmanuel Macron a prononcé l'éloge funèbre de cet officier de 44 ans. Le chef de l'État a déclaré, je cite, que le gendarme Arnold Bertram était une incarnation de l'esprit français. Il indique d'ailleurs qu'Arnold Bertram a rejoint le cortège valeureux des héros qu'il chérissait.
Les moscovites disent leur colère face à la décision de chancellerie occidentale d'expulser plus de 120 diplomates russes. Les accusations selon lesquelles le Kremlin serait à l'origine de l'empoisonnement à Salisbury de l'ex-agent russe Sergei Skripal et sa fille ne convainquent pas. Même durant la guerre froide, jamais la Russie n'avait connu de représailles aussi vastes et coordonnées de la part du camp occidental. De son côté, la diplomatie russe évoque un geste inamical. Le porte-parole du Kremlin fait savoir que Vladimir Poutine décidera quelle sera la réponse de Moscou. Les étudiants manifestaient à Santiago contre la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui impacte la réforme sur la gratuité des droits de scolarité. Des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre. La Cour constitutionnelle autorisait donc les universités à faire des profits. C'est ce qui a déclenché leur colère, car cette décision porte un coup à la réforme des droits de scolarité gratuite de l'ancienne présidente de centre-gauche Michelle Bachelet. 17 étudiants ont été arrêtés. Les manifestants soutiennent que les tentatives de gouvernement pour améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement supérieur sont insuffisantes. Place maintenant à la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 28 mars 2018. Le durcissement de ton du ministre de l'Intérieur à l'endroit des kidnappeurs d'enfants, la polémique autour du projet de loi pour faire parrainer les candidatures à l'élection présidentielle par au moins 1% des inscrits du fichier électoral et le match nul des Lions en préparation pour le mondial 2018 font la une des quotidiens reçus ce matin. Aly Ngouille Ndiaye promet la guillotine, c'est le titre qui barre la une de Témoins quotidiens. En conférence de presse hier, le ministre de l'Intérieur a durci le ton à l'endroit des auteurs d'enlèvement et meurtres d'enfants. Le journal nous rapporte aussi que le ministre de la Bonne Gouvernance et la Protection de l'Enfance sort du silence et se dédouane. Toujours sur la série d'enlèvements et manifestations contre le pouvoir, Vox Populi renchérit. Aly Ngouille Ndiaye menace les kidnappeurs et les opposants. La publication révèle que le ministre de l'Intérieur promet les assises aux voleurs d'enfants et la répression à l'opposition qui projette un 23 juin. L'As quotidien rapporte les propos d'Aly Ngouille Ndiaye qui estime que seuls 3 cas d'enlèvement d'enfants sont avérés. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil affiche à sa une son entretien avec Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, qui soutient que depuis 1991, le parrainage existe, selon le professeur de droit constitutionnel. Cette mesure n'est exigée qu'aux candidatures indépendantes et non aux candidats investis par les partis. Pour la candidature présidentielle, par exemple, les candidats doivent accompagner leur candidature par les signatures de 1000 électeurs domiciliés dans 6 régions au moins à raison de 500 au moins par région. Issa Sall, le coordonnateur du PUR, prend le contre-pied du ministre de la Justice et mentionne que le parrainage risque de mettre le pays à feu et à sang. D'autres sujets divers ont également fait la une des journaux à l'image de la démission du juge Ibrahima Amidou Dème qui met l'indépendance de la justice à l'épreuve. Sud Quotidien titre « La société civile s'indigne ». La publication met en affiche les réactions de Babacar Ba, président du Forum des justiciables, qui note que c'est un signal fort qui devrait interpeller l'État et les magistrats. Sadikh Niasse, secrétaire général par intérim de la RADDHO, soutient qu'ils ont toujours déploré l'immixtion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. En sport, Stade Quotidien revient sur le match nul 0 but partout entre le Sénégal et la Bosnie. Le journal titre « Les Lions encore hésitants ». L'As Quotidien s'est intéressé également au match des Lions et écrit « Un match nul ». Vox Populi fait une projection sur la Coupe du Monde de 2018 et révèle qu'Aliou Cissé tient 19 de ses 23 Lions pour le mondial. Nous terminons avec Sunu Lamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui renseigne que Ziguinchor sort l'arsenal mystique pour Balla Gaye 2 et titre « La tête de Gris Bordeaux mise à prix ». C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est avec cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la www.gms.sn. Au revoir.